Est-ce que l'heure du rebond a sonné sur Seb? On va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action de ce spécialiste de l'électroménager, du petit électroménager. Donc, on a fait un plus haut en 2021 à 140 euros. On est allé jusqu'à 50 euros en 2022. Ça a un peu rebondi. Bon, c'est pas très franc comme rebond. On est remonté jusqu'à 113 et maintenant on est à 82 euros. Bon, est-ce que le timing est bon? Regardons la croissance déjà. On va se mettre en 12 mois glissant, toujours en glissement annuel. On est sur, on n'a pas le chiffre en fait pour le premier trimestre 2025. On va rester du coup sur année complète. On a 5% de croissance en médiane sur 10 ans. En décembre 2024, on publie pour l'année complète 3,3% de croissance. Donc la croissance est plutôt faible sur Seb. On a des petites acquisitions de temps en temps, mais enfin petites. Ça représente quand même la moitié de la market cap, ces acquisitions. Est-ce qu'elles ont toutes été créatrices de valeur? Pour l'interrogation, je ne sais pas. Il faut voir est-ce qu'ils ont déprécié du goodwill ou amorti du goodwill plutôt, parce que c'est de l'intangible. Ça, il faut aller regarder dans les publications du groupe. En tout cas, croissance plutôt faible. On est sur une société qui est mature, dans une industrie qui est elle-même mature. Les taux de marge. Alors, c'est pas incroyable. Sur 10 ans, c'est stable en termes de marge d'EBITDA, en termes de marge brute. On a réussi à monter les prix, mais on n'en a pas profité en termes de marge d'EBITDA. Donc, c'est pas incroyable. Pas d'énormes gains d'efficience opérationnelle. Le taux de marge net a plongé entre juin et décembre 2024. Ça, c'est moins bien, ça. Qu'est-ce qui se passe du côté du taux de marge de free cash flow? Là, c'est mieux. Donc, bon, on va aller voir après la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Mais ce qu'on voit ici, c'est que les marges sont pas incroyables en fait sur Seb. Après, c'est un marché qui est hyper concurrentiel et qui est très difficile avec la concurrence chinoise. Bon, ils s'en sortent correctement. Attention sur le dernier semestre, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça peut pas rester inexpliqué. On regarde maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Un free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Qu'en est-il du BFR? Il est négatif malheureusement. Est-ce qu'il s'améliore ou pas? Il ne s'améliore pas. Non, en cumulé sur 10 ans, on a fait 1,3 milliard de variations défavorables. Donc ça impacte les cash flow opérationnels et à dépenses en capital équivalentes constantes, ça attaque les free cash flow. Bon, alors on regarde justement les dépenses en capital versus les dépréciations amortissements. Commence à arrêter de renouveler l'appareil productif. Depuis 2022, les dépenses en capital ont baissé. Sage décision à mon avis, parce que on l'a vu, la croissance ralentit. Il n'y a plus beaucoup de croissance organique. Quand il n'y a plus de croissance organique, on peut toujours trouver de la croissance en faisant de la croissance externe, mais ça ne sert à rien d'investir massivement dans l'appareil productif si on n'arrive pas à écouler ses stocks, puisque la demande est déjà saturée. Donc, sage décision ici, ça nous donne 700 millions de free cash flow supplémentaires. Est-ce qu'il y a du other non-cash items? Il y en a pour 2,5 milliards. Donc voilà, le reste de l'explication se trouve ici. Qu'est-ce qu'il y a dans ces other non-cash items? Aucune idée. Allez voir dans les tableaux de flux de trésorerie pour en avoir le cœur net. Pour valoriser Seb, qui est maintenant une activité qui est plutôt mature et qui est en phase de rendre du cash aux actionnaires, il vaut mieux utiliser les free cash flow. Et s'il n'y a pas de dette, s'il y a de la dette, on utilisera plutôt la valeur d'entreprise sur EBITDA. On regarde maintenant le rendement des capitaux investis. Ça reste correct, c'est 9,3 en médiane. À l'heure actuelle, on a 9,5 en termes de rendement des capitaux investis. Correct, et en plus, on est au-delà de la croissance organique sur cette rentabilité. Donc, on va pouvoir dégager du flux puisqu'il n'y a plus besoin de réinvestir massivement dans l'appareil productif. Maintenant, on peut aussi utiliser le flux qui est généré pour faire des acquisitions. Bon, c'est pas si mal ça. On regarde l'endettement. La dette, quand même élevée. Bon, elle a 2 fois l'EBITDA, c'est rien d'inquiétant, on peut aller jusqu'à 3 fois. Voilà, il faudrait voir à rembourser cette dette, mais même à ce niveau-là, ça reste soutenable. À quoi elle sert cette dette? Est-ce que oui, en fait, c'est pour les acquisitions, en fait, elle a monté ici, tac, et puis, on fait de temps en temps, de temps à autre, des petites acquisitions, donc la dette, elle monte à cause de ça et on la rembourse pas, ils priorisent pas nécessairement le remboursement de la dette, en fait, donc bon, tant qu'on est à ce niveau-là, c'est pas trop inquiétant. On est sur, en termes de free cash flow, on est sur 5 fois les free cash flow, ça reste gérable. On regarde la rémunération d'actionnaire maintenant. Alors, le rendement d'actionnaire, il est à 4,9%. Ça commence à être intéressant quand même. Le dividende, c'est moins de la moitié des free cash flow, donc c'est soutenable à ce niveau. Est-ce qu'il y a un peu de rachat d'actions? Oui, mais je ne pense pas que ce soit un plan de rachat d'actions massif pour les annuler. C'est des actions qui versent ensuite aux salariés, qui donnent aux salariés ou aux managers.
Donc bon, c'est mieux quand ils les rachètent sur le marché plutôt que de créer des nouvelles, mais ça serait bien aussi qu'ils rachètent leurs actions, en fait, vu que la valorisation est quand même basse, on va le voir. En tout cas, la rémunération d'actionnaire à ce niveau est soutenable. Qu'en est-il de la valorisation? En valeur entreprise sur EBITDA, on est des côtés de 40. Donc ouais, là, il y a de la marge de sécurité. Qu'est-ce qui pèse sur SEB? C'est évidemment la décroissance, enfin la faible, pardon, le ralentissement de la croissance. Et ils sont exposés bien sûr aux États-Unis, alors pas aux États-Unis, enfin ils sont exposés aux États-Unis, oui, mais surtout à la Chine. Et donc la Chine, ça pèse lourdement dans le chiffre d'affaires. Et le ralentissement chinois n'aide pas l'entreprise. Donc c'est pour ça que le multiple est bas. Maintenant, c'est pas un dossier si médiocre, hein. Je trouve que c'est plutôt correct comme dossier. Vous avez à ce niveau un bon rendement d'actionnaire, un bon dividende en fait. Et la valorisation est tout à fait douce, hein. Donc c'est un dossier value qui se regarde, je pense, à mettre en watchlist, à étudier plus en détail quels pourraient être les catalyseurs pour une reprise plus franche. Mais je pense que ça se regarde quand même. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!